C'est parti, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire qu'on a intitulé Réussir son onboarding à distance. Et pour m'accompagner ce matin, deux invités, Martha et, je vais encore écorcher ton prénom, Stéphane? Stéphane, Stéphane. merci d'avoir demandé. Je vais laisser Martha se présenter. Salut Martha. Bonjour, salut, bonjour à tous. Donc moi, c'est Martha, je suis consultante en solutions chez Remote et ce que je fais, c'est accompagner les entreprises à travers nos solutions dans leur expansion à l'international, donc en fournissant des conseils qui peuvent aller de l'embauche à la paye et à la conformité RH en général à l'international. Top. Et moi, c'est Stéphane, français, mais basé en Suisse francophone. J'ai vécu dans pas mal d'endroits dans le monde qui m'ont emmené jusqu'en Suisse. Je suis directeur Lifecycle Operations à Remote depuis 3 ans. Et mes équipes donnent du support à nos clients et leurs employés sur la plateforme pour tout ce qui est opération et conformité RH. Top. Alors, vous allez peut-être nous parler de Remote en introduction, hein, expliquer très clairement quelle est votre activité aujourd'hui, combien ça représente de collaborateurs dans le monde, comment vous êtes un peu répartis, pour qu'on comprenne un peu comment vous êtes organisé. Oui, bien sûr, je peux commencer. Donc, Remote, c'est une plateforme RH qui permet vraiment aux entreprises de embaucher et gérer la paye de collaborateurs dans plus de 100 pays au monde, tout en étant totalement dans la conformité légale. Donc, nous prenons en charge toutes les complexités liées à la paye, aux avantages sociaux, aux taxes, à la conformité en général à l'international. Et ça permet aux entreprises à se concentrer vraiment sur leur cœur de métier. Et c'est un peu comme externaliser toutes les fonctions RH à nous dans plus de 100 pays au monde. Remote a été créé en 2019. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près 1800 collaborateurs répartis vraiment partout dans le monde et on travaille tous à distance. Donc, on a tous été onboardés à distance et on travaille tous à distance. Et je pense que c'est un peu le sujet qu'on va discuter aujourd'hui. Oui, parce qu'on sait, l'onboarding, c'est un enjeu majeur. Déjà, les entreprises qui sont, on va dire, en présentiel ou en hybride ont parfois des process plus ou moins aboutis. Et on sait qu'en fait, quand on recrute un candidat, il ne faut pas se rater sur cette étape cruciale qu'est l'onboarding. Sinon, on risque de vite le voir quitter l'entreprise. Hein. On avait fait une étude où on avait mesuré qu'il y a 3 à 4 candidats sur 10 qui quittent l'entreprise dans les 6 premiers mois. Donc, ce qui est quand même assez significatif comme chiffre. Hein. Presque un tiers des personnes quittent l'entreprise qu'elles ont rejointe avant même la fin de la période d'essai. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas encore plus complexe d'onboarder les gens quand on est en full télétravail, en fait? Et donc, c'est le sujet qu'on va aborder ce matin, où vous allez nous expliquer un peu quels sont vos process. Alors évidemment, le premier process, c'est le process administratif. Comment on pilote tout ça à distance avec des collaborateurs? Toi, par exemple, Stéphane, tes collaborateurs, ils sont basés où? Oui, alors effectivement, la complexité est très grande et on n'a pas la formule magique. On apprend tous les jours. Ce qu'on va partager, c'est notre expérience des 3-5 dernières années. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qu'on a changées, il y a des choses qu'il faut qu'on continue à travailler. Moi, mon département, j'ai une centaine de personnes qui sont répartis vraiment dans une cinquantaine de pays. Je pense que j'ai des communautés de collaborateurs un peu plus grandes dans certains des gros pays où on est basé, les États-Unis, les Pays-Bas, l'Espagne,
effectivement, mais même dans ces pays-là, chacun étant en télétravail à 100%, ils peuvent être à l'autre bout du pays. Et à part le fait qu'ils partagent une même culture, un même environnement socio-économique peut-être, et une time zone, le fait que le onboarding va être complexe où qu'il se trouve. Et on a effectivement la chance, je pense, d'avoir en général réussi nos onboardings. Je partage avec toi le chiffre que tu as partagé. C'est effectivement un moment crucial dans la vie du collaborateur et il faut pas se louper. Donc, on pourra parler évidemment de la partie administrative et puis on pourra parler de la partie fonctionnelle et business. Du coup, la langue de travail chez vous, c'est quoi? C'est l'anglais, j'imagine? C'est l'anglais. Tout le monde parle anglais, écrit et à l'oral. C'est aussi la langue de support des clients et de leurs employés. Alors après, on parle de l'humain, hein, on est dans les ressources humaines, donc il peut y avoir des situations où, dans un cas très très sensible d'une chose de la vie, on pense que effectivement, ça serait bien d'avoir peut-être un collaborateur qui parle la même langue pour donner du support, mais la grande majorité du boulot est en anglais. Ok. On peut peut-être rentrer dans le vif du sujet. Comment vous êtes organisé? J'imagine qu'il y a quand même des fonctions support, une direction des ressources humaines. Comment elle est basée? Où est-ce qu'elle est basée? Comment ça fonctionne dans le cadre d'un recrutement chez vous, si on part du recrutement? Ouais, je vais continuer, puis Martin peut rajouter. Donc, toutes les fonctions support sont globales, à la fois de par leur capacité humaine, capital humain, c'est des équipes globalisées, et à la fois les process via l'uniformité et standardisation de la langue anglaise, et des politiques groupes communes. On a la chance d'être encore jeune et d'avoir pu croître de manière organique quasiment à 100%. Et donc, on a vraiment une politique groupe très, très forte avec des structures de support qui sont transversales et qui s'appliquent à toutes les fonctions du business. Donc, si on parle spécifiquement de la fonction de recrutement en interne, donc comme Martha l'a indiqué, on est maintenant 1800 employés, donc on a fait la plupart de notre recrutement en interne via des recruteurs sur remote et de manière assez classique, hein, toutes ces fonctions de support, bien que ça soit central, ensuite elles sont organisées avec un modèle d'engagement pour chaque grosse fonction. Donc, la fonction de recrutement doit avoir un pool de recruteurs qui fait que du recrutement pour les équipes opérationnelles, un autre pool qui fait que du recrutement pour les fonctions support et un autre pool qui fait que du recrutement pour les fonctions de vente. Et donc, cette pool de recruteurs, ensuite, est assez flexible et agile en fonction des besoins du business, de la saisonnalité du recrutement pour ensuite se répartir les postes à pourvoir, mais en gardant donc cette unité et cet engagement avec les responsables du business qu'ils supportent. Ok. Alors toi, par exemple, quand tu recrutes quelqu'un dans ton équipe, comment ça se passe? J'imagine que tu participes activement au process. Plus autant qu'avant, mais effectivement, on va dire que à l'échelle de remote, la délégation de la décision d'embauche, on la met plus ou moins à un responsable d'une 50-60 personnes. Donc 50-60 personnes, c'est un département où ce chef de département a l'autonomie entière de son recrutement. Donc moi, j'ai des responsables de département qui ont effectivement cette autonomie.
qui est sous-jacente à un budget qui a été approuvé en fin d'année dernière et un plan de recrutement qui évidemment évolue en fonction de nos succès et de nos résultats. On a de façon très classique une fiche travail qui a été délivrée en conjonction avec notre équipe RH, un recruteur qui fait son travail d'engagement avec le hiring manager pour comprendre les besoins du poste. La grosse différence pour nous, c'est qu'on a le monde devant nous comme playground pour aller chasser des talents. Et c'est aussi la grosse force. Donc ça demande un travail peut-être supplémentaire par rapport à des équipes hybrides ou des équipes en bureau. C'est de comprendre quelles vont être les opportunités en termes de talent dans les différents marchés où on va pouvoir aller travailler. Nous, à Remote, la plupart du temps, la seule contrainte qu'on se donne, au-delà des besoins du métier, de la fiche du travail, c'est la couverture en fuseau horaire. Donc, par exemple, moi, j'ai des équipes opérationnelles, principalement. On regarde quelles sont la couverture en termes de support opérationnel qu'on doit avoir autour du monde. Et donc, si on a un besoin, par exemple, sur la zone Amérique, on va se dire, voilà, on cherche un candidat qui est basé depuis le Brésil à la Californie. Okay. Mais ça reste beaucoup trop pour pouvoir vraiment bien travailler. Donc, à partir de là, on peut se dire, ben voilà, on peut regarder la composition interne de l'équipe, où c'est qu'on a les membres de l'équipe, est-ce qu'on veut peut-être avoir un peu plus de diversité culturelle, langue, compétences, évidemment le coût de cet emploi dans chaque pays. Et c'est là où Remote a beaucoup d'analyses et d'outils dans la plateforme qui permettent à nos clients, mais aussi à nous, responsables internes, de pouvoir faire ces trade-offs, ces choix. OK. Alors, si je prends un exemple, moi, par exemple, si demain, je vous dis, voilà, je veux recruter quelqu'un en Espagne, j'ai trouvé un candidat, comment l'onboard, ça, c'est quelque chose que Remote fait classiquement. Oui, mais peut-être, Martha, tu veux expliquer un peu le processus du point de vue de nos clients? Oui, c'est ce qu'on fait vraiment jour après jour. Et nous, en fait, on a une plateforme et à travers cette plateforme, tous nos clients qui veulent onboarder des collaborateurs partout dans le monde peuvent voir ce qu'on appelle nos délais d'onboarding. Donc, nous, en fait, comme notre cœur de métier, c'est d'onboarder des gens un peu partout dans le monde, on a vraiment, comme Stéphane l'a dit, beaucoup d'informations sur les délais d'onboarding, que ce soit en Espagne, en Italie, au Portugal, partout dans le monde. Et toutes ces informations sont disponibles à travers notre plateforme. Donc, par exemple, en Espagne, on peut onboarder un collaborateur en 2-3 jours maximum. Alors, quand tu dis onboarder, c'est sur la partie administrative, contractuelle, c'est ça? Oui. Exactement. Exactement. Et pour donner un peu plus de détails sur la complexité qui est derrière ça, notre produit et l'offre qu'on a, c'est de faciliter donc cette tâche pour nos clients et pour mettre en conformité et en ordre cette relation qui va être établie. Et la plateforme, en fait, de la même façon que pour nous, en interne, pour nos clients, on les guide sur chacune des modalités qui sont disponibles dans un pays. Donc, ça peut être le type de contrat, la période d'essai minimum, le préavis minimum, les types de temps de travail, congés. Tout ça
est disponible, quel est le minimum légal, quel est ce qui est recommandé, mais ensuite aussi une certaine flexibilité parce qu'il y a des situations où le client a besoin de flexibilité. On peut même faciliter des avantages sociaux, complémentaire santé, complémentaire retraite, assurance vie, santé mentale. Et ensuite, le client invite le candidat à s'inscrire sur la plateforme, remplir ses informations personnelles qui vont nous être utiles pour l'établissement du contrat, l'affiliation, le paiement de la paye, in fine. Et tout ça va être automatisé dans la plateforme, va être revu par nos équipes internes et ensuite va être envoyé au candidat pour signature. Pendant qu'en parallèle, toutes nos équipes vont s'assurer de valider le droit de la personne à travailler dans le pays, valider leur identité, s'assurer de l'affiliation sécurité sociale et autres, pour que tout soit en ordre lors du premier jour. Donc ça veut dire que moi, si j'ai besoin d'un collaborateur en Espagne, si j'en ai identifié un, j'ai pas besoin d'appeler un avocat pour qu'il vérifie les contrats, les règles, tout ça, c'est géré de votre côté. Oui. Alors, c'est quoi les étapes, si on prend l'exemple de Remote, parce que c'est le bon exemple, un collaborateur qui arrive chez Remote, il se passe quoi concrètement? Vous utilisez la même plateforme en interne que pour vos clients? Oui, donc effectivement, on est onboardé sur notre propre plateforme. Donc moi, quand j'ai commencé en tant qu'employé chez Remote, j'ai été onboardé sur la plateforme. Et après, chaque employé a son propre interface à travers lequel il peut voir ses jours de vacances, ses notes de frais, ses fiches de paye, etc. Donc, c'est un peu comme ton interface RH. Ok. Et comment ça se passe contractuellement? C'est toi, c'est la plateforme qui t'envoie le contrat, enfin de façon très opérationnelle, Ouais. comment ça s'ordonne? Oui, oui. Donc, nous, on croit vraiment à toute la digitalisation des process RH, hein, et on utilise au mieux la technologie et les cadres légaux qui sont à notre disposition dans ces 100 pays. Donc, il y a un travail en amont qui a été fait par les équipes légales de Remote pour comprendre comment on peut exécuter un contrat, mais aussi les avenants de contrat, que ce soit en faveur de l'employé ou en faveur de l'employeur, toutes ces subtilités dans chacun des pays. Donc, nous, dans l'ambition qu'on a, c'est que ça soit 100% digital. Donc, dans les pays où on peut le faire, tout se fera sur la plateforme. Donc, le candidat qui s'est inscrit sur la plateforme a renseigné donc un moyen de communication email. Il va recevoir, d'abord, il va être mis au courant pendant ces quelques jours de préparation administrative. On va lui indiquer voilà, ce qu'on fait, où on en est, quelles sont les étapes suivantes. Dès que son contrat est prêt, il va recevoir une alerte pour se connecter sur la plateforme RH. Donc, c'est un système informatique RH, hein, SIRH, comme vous pouvez l'utiliser. Il est utilisé dès le onboarding dans cette phase-là. Le contrat, donc sous sa forme digitale, est disponible sur la plateforme. Dans certains pays, il est en langue locale et en anglais. Qu'on peut en anglais uniquement, de façon à ce qu'il y ait cette standardisation donc, de la langue. Et la signature se fait sur la plateforme. Ouais, sachant que tu dis les contrats sont en langue locale et en anglais, c'est ça? Dans les pays où c'est une obligation de conformité. France, par exemple. Je ne pourrais pas te dire. J'en ai 100 en tête, mais je ne sais pas. Ouais, non, mais en France, tu es obligé de rédiger un contrat dans la langue du pays. En Espagne, par exemple. Voilà, donc Martha mon qui est sur un contrat espagnol. En anglais et en espagnol. Moi, en contrat suisse, c'est un contrat anglais qu'on soit en Suisse francophone ou Suisse germanophone. Ok. Et comment tu t'occupes de toute la partie matériel, PC, etc. C'est quoi le process? Martha?
Donc, nous, en tant qu'entreprise qui doit onboarder énormément de candidats à distance, on a vraiment un programme assez structuré pour accompagner toutes les nouvelles personnes qui intègrent Remote. Déjà, c'est très important au début d'avoir embauché la bonne personne et la personne qui va vraiment être aligné aux valeurs de l'entreprise. Et normalement, on cherche des personnes assez indépendantes, innovantes et qui peuvent vraiment faire les choses un peu tout seul. Mais après, c'est vrai que nous, on a un plan d'onboarding qui est assez détaillé, qui inclut vraiment. On a perdu Martha. Voyons si elle revient. Non, je vais prendre la suite. Ouais, vas-y. Donc, effectivement, le plan d'onboarding chez Remote, on s'assure qu'il y a une compréhension, une communication aux nouvel employé de ce qu'il attend sur ces 90 premiers jours. Typiquement, c'est le jalon qu'on se donne pour arriver à un niveau de performance. Donc, Martha, j'indiquais donc c'est un plan sur 90 jours, si tu veux reprendre. Oui, mais en fait, moi, je continue à vous entendre, donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Donc, oui, effectivement, on s'assure vraiment que le collaborateur ait tout son matériel avant de son premier jour chez Remote, donc ordinateur, autres compléments, etc. Et aussi qu'il ait accès à tous les outils qu'on utilise en interne. Donc, nous, par exemple, on utilise beaucoup Slack comme moyen de communication en interne. On utilise Notion comme outil de documentation. Donc, c'est vraiment important d'avoir accès à tous ces outils et aussi un tour de tous ces outils dès le début pour que le nouvel employé soit à l'aise avec l'utilisation. Une des choses qu'on fait aussi, c'est assigner ce qu'on appelle un buddy ou un mentor. Et c'est la personne qui va aider ce collaborateur dans l'onboarding à vraiment être à l'aise, à pouvoir poser toutes les questions, etc. Et on a aussi une forte culture du feedback. Donc, c'est une des choses qui sont très uniques chez Remote. Donc, tu auras très, très souvent, pendant ton onboarding, des points réguliers avec ton manager, avec ton buddy et avec des gens de ton équipe pour vraiment pouvoir planifier ton progrès et t'évaluer aussi et répondre à tes questions. Et tu dis le plan d'onboarding dure 3 mois en fait, c'est ça? À peu près 3 mois, oui. Le premier mois, c'est plutôt te familiariser avec l'entreprise, les outils, l'équipe, etc. Et comprendre un peu le fonctionnement de Remote, que tu as vraiment accès à tous les outils, aux ressources, etc. Faciliter les rencontres avec l'équipe, ton mentor, etc. Après, il y a plus une deuxième étape de vraiment formation parce qu'il y a énormément de choses à apprendre et en plus, c'est une manière d'apprendre très indépendante. Ouais. Donc, vraiment, il faut passer un bon mois pour vraiment connaître l'entreprise, ton métier. C'est quoi? C'est de l'asynchrone, c'est du learning? C'est de l'e-learning? Exactement. Ouais. C'est entre e-learning et vraiment ces points de suivi avec ton mentor, avec ton manager, avec l'équipe. On a une équipe qui est dédiée uniquement à aider les autres équipes à Ouais, parce que onboarder et à apprendre. si je fais le parallèle avec un modèle classique où tu vas être en présentiel, tu arrives dans l'entreprise, bah, tu as toujours le petit coin, je fais la pause, machine à café, je pose des questions, je vais déjeuner avec des gens de l'équipe. Là, ça n'existe pas en fait.
Donc, en fait, quand tu arrives chez Remote, tu es chez toi, assis derrière ton écran. Donc, il faut que ce soit extrêmement structuré. Il ne faut pas que la personne arrive et se dise, bon, bah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, quoi. Oui, et c'est vraiment un planning où semaine par semaine, tu vas avoir tes objectifs, ce qu'il faut que tu fasses, avec qui il faut que tu parles, et il y a une évaluation un peu constante au bout de chaque mois par ton manager et par l'équipe qu'on appelle enablement. Donc moi, je suis dans l'équipe commerciale, donc pour moi, c'est sales enablement. Et ces personnes-là, leur job, c'est vraiment de mettre en place ces formations et s'assurer que tu progresses dans ces 3 mois d'onboarding. Et du coup, ça demande une planification hyper précise. Et est-ce que vous avez tous accès au planning des uns et des autres? Comment ça fonctionne? Si je peux me permettre, je pense que c'est bon aussi de redonner le contexte sur les métiers et sur le type de professionnels et de cadres qu'on a à Remote. Parce que pour certains, dans le webinar, ils doivent se dire, mais ça ne peut pas marcher. Alors, nous, on est dans un métier de l'information et de la connaissance où on recrute en règle générale minimum à Bac plus 3, Bac plus 5, avec très souvent 2 à 3 ans déjà d'expérience professionnelle. D'accord ? Donc, on a des gens qui sont souvent déjà un peu matures, qui ont une certaine autonomie, et l'objectif, c'est les amener à cette autonomie dans le métier, dans le contexte de remote. Est-ce que ces gens, par défaut, tu as besoin de personnes qui ont déjà été dans ce mode de full télétravail, ou est-ce que tu as des gens qui viennent d'un mode présentiel et qui font le switch? Alors, on a les deux, effectivement. Et puis, on a des gens qui sont même assez loin dans leur carrière, hein, qui ont eu des longues carrières dans des rôles et dans des setups où ils étaient en travail au bureau à 100% et qui font la bascule. Et ça marche. C'est souvent des décisions de vie très, très importantes et un accompagnement de cette décision avec un changement de la façon de travailler. Et ça marche. Après, c'est vrai que pour nous, c'est un peu plus simple si les personnes ont travaillé en hybride, en télétravail, parce que on a besoin d'une aisance avec l'outil informatique qui est très, très, très forte. Et cette aisance-là, souvent, elle vient avec cette expérience. Mais pour en revenir au point de, voilà, les individus qui nous rejoignent, on essaie de les amener donc en 2-3 mois à une organisation de leur travail où ils sont indépendants pour travailler en mode projet ou en mode objectif. C'est aussi l'idée, la force de notre environnement de travail. On n'est pas là, on n'est pas là à pointer les gens, à s'assurer qu'ils font leurs heures. On est en mode projet, en mode objectif. Et donc, tout ce dont tu as parlé, Martha, c'est amener donc, les collaborateurs à être capables de le faire de manière indépendante. Alors, j'ai quand même une question. Je me dis, toi, par exemple, tu es basé en Suisse. Demain, tu détectes un profil, j'en sais rien, au Chili. Ouais. Tu contactes la personne, par exemple, tu trouves quelqu'un sur LinkedIn avec un profil qui t'intéresse. Ouais. Comment tu fais pour rassurer cette personne à venir bosser chez Remote, sachant que toi, tu es en Suisse, que la boîte est basée aux US, que vous êtes éclaté dans le monde? C'est quoi, quelle garantie tu offres aux personnes? Ouais. Alors, il y a de l'émotionnel, il y a du contractuel, et souvent, il y a des deux. Donc, là, on n'en a pas parlé, mais il y a tout le travail sur la marque employeur, hein, qui est derrière. Remote, on a la chance d'avoir développé une marque employeur très, très forte de par notre culture et notre façon de travailler en télétravail. Dès qu'on ouvre un poste, on a des centaines de personnes qui postulent uniquement parce qu'elles cherchent à rentrer à Remote. Donc, il y a déjà cette adhérence forte à la mission et la vision, et que n'importe quelle boîte peut créer, évidemment, et donc qui
déjà facilite la communication et le premier jalon. Ensuite, pour nos clients, c'est là où c'est un peu plus compliqué, c'est expliquer donc à un talent au Chili qu'on va commencer à travailler ensemble dans une relation où l'employeur, sur le papier, administrativement, en conformité, est l'entité remote au Chili. Là, il peut y avoir des questions et c'est pour ça que, alors, déjà, évidemment, nos clients, ils doivent comprendre notre modèle, comprendre les termes de la relation contractuelle. Un des termes les plus importants pour nous, c'est qu'on a une garantie illimitée sur les litiges de la relation employé-employeur. Donc, si cet employé au Chili se retourne vers notre client en nous disant, voilà, il y a travail déguisé, il y a non-conformité sur le temps de travail, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer, notre relation contractuelle avec le client, garantie client qu'on assure ces litiges illimités. Donc ça, c'est par rapport au client. Mais par rapport au talent qui est au Chili, ce qu'on fait typiquement, c'est qu'on leur fournit les détails de l'entité. Ils peuvent aller voir au bureau local que cette entité existe, depuis quand elle existe, leur fournit les templates de nos contrats, donc ils peuvent voir quel type de contrat ils vont signer, comprendre qu'effectivement c'est un contrat d'employé local. On parle des assurances et des avantages sociaux qu'on peut leur donner. On peut les mettre en relation avec d'autres individus qui sont sous ce forme-là, puisqu'on a des centaines, des milliers d'employés dans tous ces pays-là. Qui forment une communauté, mais il peut y avoir effectivement un peu de doute, un peu de j'y crois pas, c'est trop beau pour être vrai, et on travaille avec nos clients pour passer ces premiers doutes. Ok. Alors, ça veut dire que dans ce mode d'organisation, tout doit être hyper documenté. Il y a une très grande culture de l'écrit, j'imagine. Oui, et en fait, pas seulement la documentation de notre travail, mais aussi nos communications se font par écrit. Vu qu'on est tous dans des pays différents, dans des zones horaires différentes, pour nous, Slack, c'est un peu comme l'entreprise et on veille énormément à que tout soit le plus public possible. Donc, en fait, chaque équipe a sa propre chaîne Slack de communication. On a aussi des chaînes Slack pour savoir toutes les updates, tout ce qui se passe en interne dans l'entreprise. Et tout ça est public. Donc, si moi, je cherche ce que l'équipe de Stéphane fait en ce moment ou si j'ai des questions par rapport à un pays spécifique ou un process spécifique, je peux chercher en fait ça sur Slack et vu que la majorité des communications sont publiques, je peux trouver sur Slack de la documentation par rapport au sujet qui m'intéresse. Et ça revient un peu sur le point que tu disais, Christophe. Quels sont les mécanismes qui contrebalancent ce problème de le nouveau qui vient d'arriver, il a une question, il ne se sent pas de la poser à son chef, il va à la pause café, tiens, il y a un collègue et j'ai un truc là, et puis ça se résout de manière informelle. Nous, la façon dont ça se résout, c'est qu'il y a une culture de la transparence, on travaille en public, on est disponible les uns pour les autres, il n'y a pas de questions idiotes, dès ton premier jour, tu le vois, que ce soit le CEO et les co-founders, la manière dont ils engagent la communication dans les chaînes publiques Slack, que ce soit les discussions que tu as, les virtual coffee chat où tout le monde te dit, ben voilà, je suis là pour répondre à tes questions, il n'y a pas de questions idiotes, si tu veux me joindre. Nos calendriers sont publics, effectivement, comme tu disais, Christophe. Donc, voilà, l'idée, c'est amener la personne à trouver rapidement cette autonomie, cette confiance et cette facilité pour ensuite être maître de son job. Ok.
Et mince, j'ai perdu ma question. Ah oui, vu la multitude de pays, est-ce qu'il n'y a pas quand même une contrainte d'interculturel? Parce que travailler à l'écrit, c'est bien, mais on se rend compte des fois, même quand tu discutes par messagerie avec des gens, tu as des problèmes d'interprétation de ce qui a été dit ou de formulation. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est normé? Est-ce que vous simplifiez volontairement votre rédactionnel pour être le plus ludique et le plus clair possible? Est-ce qu'il y a des contraintes par rapport à ça? Je pense que effectivement, on vient tous de cultures différentes où l'interprétation, en plus à l'écrit, peut amener à pas forcément des discussions, mais des interprétations différentes. Après, nous, on a un process de recrutement qui se base beaucoup dans l'alignement de nos valeurs en tant qu'entreprise. Donc, en fait, nous, on a des valeurs d'entreprise très fortes, donc qui sont care, innovation, intensity, transparency et excellence. Et où que tu sois au monde, dans tout le process de recrutement, on va vraiment faire attention que les collaborateurs soient vraiment alignés à ces valeurs et comme Stéphane l'a dit, vraiment aligné à la culture de la transparence, de pouvoir travailler dans une flexibilité asynchrone, d'être indépendant, etc. Donc en fait, finalement, toutes les personnes qui passent les process de recrutement sont plus alignées à ces valeurs. Et finalement, on a une manière de travailler et de communiquer qui est assez similaire, même si on vient de cultures et de pays très différents. Ouais, ce que tu dis, c'est qu'au départ, la culture d'entreprise a été construite avec cette ambition d'être vraiment présent à l'international et d'avoir quelque part une culture presque, je dirais, le plus aligné possible avec un maximum d'individus presque. Donc de la porter à un niveau qui permette une attraction plus globale. Ouais, mais ce que tu dis est important, c'est on veut pas non plus devenir tous des copies les uns des autres et la diversité qu'on a de culture, d'opinion, de milieux socio-économiques a fait la richesse évidemment des équipes, du travail qui est produit et puis aussi elle est importante pour pouvoir prêter nos services à nos clients et à leurs employés parce que on peut pas s'attendre à ce que nos clients et leurs employés adhèrent à 100% à nos valeurs, nos systèmes de valeurs et nos systèmes de travail. Donc, il faut qu'on ait effectivement tous ces collaborateurs, collaboratrices qui ont cette nuance et cette affinité au Chili ou au Vietnam ou en Norvège, parce que c'est ça qui va faire le succès de l'entreprise. C'est un chantier qui n'est jamais terminé. Hein. C'est quelque chose qui effectivement est sous-jacent. Je pense que ce qui est important, et c'est les études qu'on fait régulièrement sur l'engagement employé, c'est la question de est-ce que je me sens moi-même, je peux être moi-même dans l'entreprise. Et cette question-là, pour moi, les réponses et les commentaires qu'on a, ils sont très importants parce que c'est là où pour indiquer s'il y a peut-être des sous-cultures qui sont en train de s'organiser, on pourrait dire des clans ou des groupes, tu vois, sur lesquels il faut faire attention, ou s'il y a des choses qu'on loupe dans l'onboarding, où les gens sentent que c'est pas qu'on leur avait vendu, et puis comme tu dis, un tiers s'en va au bout de 6 mois. Ouais. Bon, après, vous, l'intérêt et l'avantage que vous avez, malgré tout, c'est que vous êtes directement constitué sur ce modèle. Vous n'avez pas fait de transition d'un présentiel vers un modèle hybride, puis en full remote. Vous êtes
directement l'entreprise a été construite comme ça. Mais comme tu le disais, pour autant, vous êtes tout le temps en test and learn. Vous êtes presque une sorte de laboratoire pour vos clients. Vous faites les tests avant eux pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et finalement leur dire, nous, on avait tenté ça, ça ne fonctionnait pas. La bonne pratique, c'est plutôt celle-là. Tout à fait, tout à fait. Alors après, dans le contexte de notre métier, de notre business, de notre chaîne de valeur, mais c'est vrai qu'on a expérimenté beaucoup de choses en 5 ans qu'on peut partager avec nos clients. Parce que passer de 0 à 1800 salariés, c'est énorme quand même, en 5 ans. Ouais. C'est assez phénoménal. C'est une taille de TI, une très grosse PME. C'est assez remarquable. Alors, vous qui nous suivez, juste une petite question à vous poser. Est-ce que ça vous intéresse de découvrir la plateforme de Remote ? Donc vous répondez oui ou non, et si ça vous intéresse, à ce moment-là, Martha se fera un plaisir de vous recontacter pour vous présenter la plateforme. Exactement. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Je pense qu'on a traité quand même pas mal de sujets. Est-ce que vous aviez des points que vous auriez souhaité aborder en conclusion ? Stéphane ou Martha ? Pour moi, je pense que j'ai un peu tout dit, vraiment sur comment réussir l'onboarding à distance et un peu le planning des premiers 3 mois et comment on s'organise un peu en interne pour réussir à qu'un onboarding soit et du succès. Je ne sais pas si toi, Stéphane, tu as... Oui, non, je pense que c'est correct. Après, on est tous humains et puis les choses de la vie qu'on connaît, même avec la meilleure planification, il faut être aussi un peu agile. Et ça, je pense que c'est important dans le processus de recrutement, dans le contexte de vos entreprises, de vos équipes, pouvoir aussi jauger si la personne qui va vous rejoindre a le bon niveau de flexibilité intellectuelle et directionnelle pour, s'il faut revoir la fiche métier au bout d'un mois parce que le business a changé, est-ce que cette personne-là sera dans le bon esprit de discussion ? Ça, c'est aussi le contexte de vos métiers, de vos boîtes. Ok. Il y avait juste une question d'Hortense qui demande si vous avez des rituels hors réunion de travail pour créer du lien. Alors, moi, je peux répondre de mon côté. C'est très encouragé et surtout pendant la période d'onboarding d'avoir ce qu'on appelle des coffee chats avec des personnes, soit dans ton équipe directement, mais surtout dans des équipes avec lesquelles tu vas collaborer pour vraiment créer des liens avec les personnes et savoir plus un peu à niveau personnel des personnes avec lesquelles tu vas travailler. Donc c'est énormément encouragé en fait d'avoir des chats informels avec les personnes avec qui tu travailles. Et je vois une autre question qui est aussi est-ce que on se réunit? Ouais. Donc ça dépend un peu des équipes. Donc, effectivement, en janvier, on va tous se réunir au Portugal, l'équipe commerciale et d'autres équipes en personne. Après, chez Remote, on fait beaucoup d'événements en externe qui permettent aussi à différents collaborateurs de se rencontrer en personne. Et de pouvoir se voir aussi et faire des choses en live. Top. Eh ben, merci à tous les deux. Merci Stéphane, merci Martha. Merci Christophe. Merci de nous avoir suivis. Ce webinaire, vous le retrouverez sur MyRHline dès demain matin. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.